matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui à la volée Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président fondateur des Patriotes et donc vous allez nous parler de cette liste aux européennes, liste donc que vous menez pour l'union des souverainistes. En tout cas, c'est comme ça que vous la présentez avec, et ça c'était un communiqué de presse que vous avez fait le 19 mars dernier, la présence de personnalités bien connues du monde public. Myriam Palomba, journaliste, chroniqueuse, engagée pour le combat pour les libertés et la défense de la paix. Enfin, c'est comme ça que vous la présentez. Pierre-Yves Rougeron, intellectuel que nous connaissons bien ici, président du Cercle Aristote. Et puis, notamment, Marc Doyer, que nous connaissons bien également, personnalité reconnue dans son combat pour la vérité sur les effets secondaires de la vaccination. Donc, une liste, on va dire, très diversifiée, assez citoyenne ici, puisque c'est pas forcément... Enfin, ce ne sont pas des figures politiques. Plusieurs choses. Quelle est la ligne de votre liste ? Est-ce que vous cherchez vraiment à faire l'union des souverainistes ? Si oui, avec quelle autre politique souverainiste vous alliez-vous ? Merci effectivement d'avoir rappelé ces premiers noms de rassemblement qui ont été annoncés. Je suis ravi des trois personnalités, leur présence que vous avez citées. D'ailleurs, avec Pierre-Yves Rougeron qui a fondé le Cercle Aristote, qui le préside, j'avais déjà eu la chance d'être sur la liste avec lui au Régional Grand Est, la liste des Patriotes en 2021, que je menais. Et lui, il était tête de liste en Haute-Marne. Et dans son département, il avait fait près de 10% d'ailleurs des voix. On avait fait une belle performance lors de ces régionales. La ligne, elle est simple. Elle se résume en 3 mots. Frexit, liberté, au pluriel, nos libertés, la paix. Je crois que ça va être le triptyque de cette élection européenne, parce que ça correspond au triptyque de nos combats évidents que nous menons de manière intellectuelle, politique, mais aussi très active dans la rue, dans des opérations coup de poing, dans des opérations juridiques, dans des opérations militantes, les plus nombreuses et actives et efficaces possibles. Ça va être une liste très claire, je dirais 100% anti-oligarchique. On est là pour rentrer dans l'art du système, des Macron, Ursula von der Leyen, de tous ces technocrates, de cet eurosystème, et pour rendre aux Français leur pays, rendre aux Français l'indépendance de la France, parce que sinon il n'y a pas de politique et d'avenir possible, rendre aux Français leur liberté, qui sont de plus en plus volées, liberté et liberté d'expression, et ça a beaucoup à voir avec le niveau européen, et évidemment sauver la paix à un moment de folle escalade. On avait prévenu depuis le début, les forces politiques se sont cachées derrière leurs petits doigts face à la guerre, et nous sommes des chauds partisans de la négociation et de la paix depuis le début. Voilà, donc ça va être extrêmement clair, et c'est vrai que je veux le faire dans le rassemblement des souverainistes et des résistants pour créer un vote utile souverainiste, pour que les gens se disent ça pèse, voilà, ça pèse. Avec la proportionnelle, on aura directement au moins 5 élus déjà pour défendre ces priorités-là au Parlement européen. Alors, beaucoup de questions, justement, union des souverainistes. Alors, est-ce que vous unissez vraiment tous les souverainistes ? Bon, on sait qu'a priori, François Asselineau fera liste à part et ne vous rejoindra pas. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot là-dessus, mais plus concrètement, alors, on sait que, et on l'avait reçu ici juste avant qu'il fasse son annonce, et il nous avait un peu sous-entendu que ça allait venir, Jean-Frédéric Poisson et le parti VIA, La Voix du Peuple, vous fait alliance avec vous. Là, vous confirmez sur cette question-là ? Je le souhaite très vivement. En tout cas, j'ai vu qu'immédiatement, Jean-Frédéric Poisson a réagi comme président de VIA La Voix du Peuple, en se félicitant de notre annonce de rassemblement. Et oui, j'ai très bon espoir qu'on puisse mener le combat ensemble. On l'a fait aussi au régional, avec son parti en tout cas. Lui-même n'était pas candidat, mais son parti était en alliance avec les Patriotes en 2021. Et puis, j'avais vu aussi également un communiqué de Charles-Henri Gallois, le président de Génération Frexit, qui s'était réjoui également de notre annonce de rassemblement. Vous savez, avec ces mouvements-là, soit on a fait des alliances, soit on a fait des combats de rue, j'ai envie de dire, entre guillemets, de manifestations. Avec Jean-Frédéric Poisson, on a fait de nombreuses manifestations pour les libertés. Sur la crise agricole, il était venu à notre manifestation pour les paysans il y a quelques semaines. Encore tout récemment sur la paix, samedi, il y a 8 jours. Pareil avec Charles-Henri Gallois. Voilà, et moi je souhaite que toutes les bonnes volontés soient là. Sur l'UPR, je dirais pas plus qu'un mot parce qu'on a tout dit. Je le regrette, c'est tout, mais ils ont fait le choix, en tout cas le président du mouvement a fait le choix de la solitude, donc d'alliance avec personne. Vous auriez pu vous allier avec eux, vous auriez été d'accord de votre côté ?
Moi, j'ai toujours proposé. Moi, j'ai proposé depuis très longtemps le rassemblement et je n'avais aucune raison d'exclure quiconque. Donc, oui, bien sûr, mais c'est comme si je sais que j'ai bien compris. Tout le monde a compris que ça se fera pas, hein, mais que ça se fera avec personne d'ailleurs. Et ça ne s'est jamais fait de leur côté. Ils n'ont jamais fait aucune alliance et je pense qu'ils n'en feront pas. Ça, c'est dommage. Mais pour le reste, il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a des mouvements politiques souverainistes. Et il y a des personnalités issues des combats que nous avons menés ces dernières années, les libertés, les effets secondaires, la vérité, la justice, la paix. Ce sont des combats, le Frexit, j'ai fait aussi beaucoup de manifs pour le Frexit. Voilà, et ça a fait émerger, je crois, tout un tissu, un écosystème de résistance. Et je me dis, cette liste, c'est le rassemblement des souverainistes et des résistants. C'est une liste forte, c'est une liste solide, c'est une liste très, très claire. Et c'est une lame dans cette élection, si vous voulez. Elle est là pour porter les coups. Elle n'est pas là pour essayer de rafistoler l'Union européenne, pour faire du mélonisme ou du cyprasisme. Alors, on va parler du mélonisme. Oui, elle n'est pas là pour faire les espèces de discours qu'on entend partout, là, de LFI au RN, Reconquête, tout ça, des espèces de trucs qui n'ont pas de sens, qui sont du mélonie. Non, on est là pour être clair et pour offrir un choix à des Français qui veulent l'être tout autant que nous. Oui, alors on va revenir sur le mélonisme après, mais je voudrais continuer juste un petit peu sur votre liste pour avoir plus d'informations, hein, parce que là, vous ne dites pas tout. Est-ce que, par exemple, où on en est avec Nicolas Dupont-Aignan ? En temps réel. Où en sommes-nous avec Nicolas Dupont-Aignan ? Y a-t-il eu une alliance ou pas ? Alors, je le souhaite aussi. On l'a fait aux législatives, ça s'est fort bien passé. Bien sûr, il faut qu'il y ait au moins, je l'avais exprimé dans une récente émission, mais je l'avais déjà dit en 2022, tout ça. Dans une récente émission sur le Rassemblement des souverainistes, j'avais dit qu'il faut qu'il y ait une coalition pour les mouvements qui ne sont pas immédiatement sur le Frexit. C'est qu'ils acceptent au moins de donner le choix aux Français par un référendum sur le Frexit. Voilà. À partir puisque ça, de toute façon, ni LFI, ni le RN, ni Reconquête ne le proposent même. S'il y a au moins cet engagement sur un référendum sur le Frexit, il y a une base pour une coalition et pour un accord. Donc je souhaite, oui, parce que pour le moment, ce qui vous éloigne avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est que lui refuse le Frexit de fait, et vous dites Frexit, mais là où vous pourriez vous mettre d'accord, si je comprends bien, c'est à partir de l'annonce d'un référendum sur le Frexit, c'est bien ça? C'est exactement la démarche, si vous voulez, qu'on avait eue en 2022, quand on l'a soutenu à la présidentielle. On lui avait demandé de bien vouloir ajouter dans son programme présidentiel le référendum sur le Frexit, ce qu'il avait fait et présenté publiquement en conférence de presse, et ensuite on avait gardé cette notion-là dans l'accord législatif qu'on avait conclu avec DLF et Génération Frexit, ce qui nous avait permis de présenter 420 candidats en juin 2022. Vous savez, l'alliance des souverainistes, il peut y avoir des sensibilités souverainistes. Sinon, ce n'est pas une alliance. Bien sûr, bien sûr. Sinon, c'est un parti unique ou une secte. Par définition, l'intelligence, le pragmatisme d'une alliance, c'est qu'on peut réunir des sensibilités, à condition qu'on ait tous le même objectif, l'indépendance nationale, les libertés et la paix. Et ce sera de toute façon des écarts qui seront toujours beaucoup moins importants que ce qui a su unir les Français dans les grands moments de notre histoire. Vous savez, quand les résistants se sont unis à partir de 1940, il y avait des gens qui avaient une diversité idéologique bien plus considérable que celle entre les souverainistes aujourd'hui. Pareil dans le CNR, le Conseil national de la résistance, qui unissait des gens qui étaient bien plus différents que les souverainistes le sont entre eux aujourd'hui. Donc si eux étaient capables de le faire avec des divergences beaucoup plus considérables à surpasser, on serait bien bête de ne pas être capable de le faire, nous, aujourd'hui, en 2024, alors qu'on est quand même beaucoup plus proche. Alors, je tiens à préciser, parce que je lis beaucoup de commentaires dans ce chat de personnes qui disent, et d'ailleurs c'était aussi le tweet de François Asselineau qui, je le cite, il dit « Rififi à l'union des souverainistes, rien ne va plus jusqu'au prochain rabibochage. Philippot refuse de s'allier avec Dupont-Aignan qui refuse le Frexit, mais s'allie avec Poisson qui refuse le Frexit. Poisson s'allie à Philippot car Maréchal la place trop bas sur la liste Reconquête. » Je précise qu'on a reçu ici Jean-Frédéric Poisson qui, justement, nous a dit qu'à l'époque, il refusait d'envisager, enfin, il refusait pas, mais il disait que c'était une interrogation à laquelle il ne pouvait répondre lui-même du Frexit, et qu'aujourd'hui la question se posait de manière beaucoup plus importante, puisque au vu de ce qui se passait, des urgences aujourd'hui en France. Et ça, il a dit chez nous, donc je réponds en même temps en direct ici sur le fait que Poisson ne refuse pas le Frexit. Je vais vous dire, Clémence, arrêtons les politiques aériennes. Arrêtons. Je veux dire, on ne peut pas passer notre temps plutôt et notre énergie à attaquer Macron, Ursula von der Leyen, tous ceux qui nous déglinguent là, tous ceux qui veulent nous mettre sous cage de l'identité numérique, de l'euro numérique, tous ceux qui nous ont imposé les politiques épouvantables du Covid.
plutôt que de se tirer dans les pattes. Enfin, je pense que ce serait un peu plus malin, non? Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît tellement évident. Enfin, c'est désespérant pour les Français de s'attaquer entre nous. Il faut quand même se rendre compte. Oui, Tout ça le c'est monde se fait sûr. plaisir en faisant des tweets, mais ça sert à quoi? À rien. Mm. Je veux dire, le combat pour la France, il est urgent. La France est dans un état épouvantable. Enfin, je sais pas, on est presque en guerre mondiale. Il y a une crise agricole terrible. Les Français il y a 350 000 gens qui dorment dans la rue, record malheureux de notre histoire. Il y a des problèmes migratoires, il y a des problèmes d'extinction de notre liberté d'expression. Il y a une Union européenne qui est là, qui nous prend dictatoriale, tyrannique, qui veut prendre tous les pouvoirs. Macron dit qu'il veut envoyer des troupes au sol et des généraux disent qu'il faut verser le sang des fils et des filles de France. Et nous, on serait sur des politicailleries et des bons mots pour faire plaisir à un auditoire de quelques milliers de personnes excitées par ces bons mots. Ça n'est pas à la hauteur. Voilà. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Le rassemblement des souverainistes et des résistants, c'est une question vitale pour notre pays. Alors, continuons en effet d'avancer. Vous parliez de réunir plusieurs sensibilités souverainistes. Vous disiez finalement que si on regarde 1940, l'éventail des sensibilités était bien plus important, mais on avait une urgence et là aussi on a une urgence. Alors, pourquoi ne pas tenter quelque chose, par exemple, avec les souverainistes dits de gauche, comme Georges Kuzmanovic qui lance une liste citoyenne? Ah, mais avec grand plaisir. Vous savez, j'ai le souvenir d'avoir écrit à M. Kuzmanovic en 2019, lorsqu'il y a eu le RIP, référendum d'initiative partagée, sur la privatisation d'ADP. Et j'avais écrit à toutes les figures qui s'opposaient à cette privatisation en disant nous avons un enjeu là historique de réunir les 4,5 millions de signatures pour déclencher ce RIP, puisque le volet parlementaire avait déjà été réuni. Et donc faisons un grand meeting national, tous ensemble sur la scène, ce qui crée un électrochoc politique et médiatique et ce qui permettrait peut-être d'accélérer la course aux signatures et de les obtenir. Donc j'avais déjà écrit en 2019, tout ça est très ancien. Bon, voilà, je lui ai proposé plusieurs fois, il n'avait pas suivi de venir par exemple à la journée souverainiste que j'avais organisée le 4 juillet 2020. Bon, enfin bref, donc je ne vais pas rappeler. Donc moi je suis bien sûr favorable, je n'ai pas de sectarisme, je n'ai pas d'ego, je suis absolument capable de faire le rassemblement et d'ailleurs on l'a prouvé. En laissant une place à tout le monde, parce qu'évidemment si vous dites rejoignez-moi mais mettez-vous en bas de la liste, on connaît un peu aussi le problème. Donc là vous dites j'ouvre les bras à tout le monde et je laisserai la place due à chacun. Je suis parfaitement capable de le faire, je l'ai démontré. J'avais d'ailleurs proposé en 2019 d'être 3e ou même 5e de liste aux européennes, quand j'ai proposé des rassemblements. Nous l'avons fait en 2021 au régional, nous l'avons fait aux européennes, aux législatives 2022. Je l'ai fait dans toutes les manifestations, mais ce n'est pas que les élections. Oui. Quand j'invite des mouvements politiques qui sont y compris concurrents des patriotes ou des personnalités qui ont une carte dans un autre parti et qu'on leur donne le micro, une exposition, parfois dans des manifestations qui réunissaient un monde considérable, etc., c'est, je crois, une démonstration par l'exemple, par le concret du rassemblement. Le rassemblement, ce n'est pas que les urnes, c'est aussi le combat politique au quotidien, parce qu'il ne faut pas faire croire que la politique, c'est que les urnes tous les 5 ans. C'est d'abord et avant tout être capable de faire évoluer les consciences et de faire avancer des sujets et des combats au jour le jour. Alors, partons un petit peu, on a entendu, donc bras ouverts à tous ceux qui voudraient continuer de s'allier à vous et on va voir donc comment ça se passe. On a bien compris qu'il y a pas pas juste encore... rajouter une chose, parce que vous m'avez dit souverainiste de gauche. Moi, j'ai toujours été contre l'union des droites qui n'a aucun sens. Je ne crois pas en la droite et en la gauche. Vous ne trouverez pas une déclaration de moi dans toute ma vie politique où j'appelle à l'union des droites, ou même je considère qu'on est de droite ou de gauche. J'ai toujours dépassé cela en bon gaulliste. Je considère que le clivage gauche-droite est mort depuis bien longtemps, que le clivage aujourd'hui, c'est entre ceux qui veulent que la France vive, revive, et ceux qui, malheureusement, préparent une politique de disparition de la France. C'est bien noté. Alors pour revenir justement sur le projet de cette liste, donc parce que c'est intéressant parce que vous dites on ne va pas faire du mélonisme. Donc Mélanie, je rappelle, élue en Italie, et puis finalement en ayant promis notamment de lutter contre l'immigration et tout ça, puis finalement on se rend compte que plus 102% d'arrivées immigrationnistes depuis l'arrivée de Mélanie. Donc les promesses ne sont pas tenues, en tout cas pour le moment, de Giorgia Meloni. Et vous dites, donc on ne va pas faire ces promesses dans le vide. Pourtant, vous tentez tout de même de rentrer. Vous dites on va changer l'Union européenne, mais en rentrant dans l'Union européenne. Et là, finalement, on vous retrouve un peu dans le discours que tiennent le RN et Reconquête, avec qui vous souhaitez marquer votre différence. Et juste pour illustrer un peu mon propos, je vous propose d'écouter Sébastien Chenu, que vous connaissez assez bien, sur BFM TV, qui défendait la ligne du RN le dimanche dernier. Écoutez ça, il était face à Manuel Bompard. Écoutez.
Cet enjeu des élections européennes, moi je dirais que là où il y a le désordre, il faut y mettre l'union. C'est un peu ce que disait saint François de Sales. Et il y a un désordre dans cette Union européenne. Un désordre, on l'a vu, agricole, un désordre migratoire, un désordre sécuritaire. Et effectivement, nous devons y mettre de l'ordre. C'est ce que nous proposons, nous, avec les députés du Rassemblement national. Redonner des règles, redonner une capacité à faire vivre les Européens ensemble, à les protéger et à protéger en premier lieu les Français, leurs limites, leurs frontières, leurs langues, leurs grands équilibres et notre capacité à vivre bien. Alors, défendre les frontières de la France depuis l'Union européenne. Alors, à quel moment vous marquez votre différence? Bah, moi, je suis juste candidat aux élections, mais je suis pas du tout là pour changer de l'intérieur l'Union européenne. J'y crois pas une seconde. Je suis là pour faire comme Farage au Royaume-Uni, qui était candidat aux élections européennes, qui a été élu au Parlement européen, ce qui lui a permis d'avoir une notoriété énorme, de faire progresser la cause du Brexit, d'obtenir le 23 juin 2016 le référendum sur le Brexit et de le gagner. Et il n'y aurait pas eu de Brexit au Royaume-Uni sans Farage, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais il n'y aurait pas eu de Farage non plus s'il n'avait pas été eurodéputé à un moment, ce qui lui a donné une énorme visibilité, une caisse de résonance et lui a permis d'aller chercher des infos qu'on n'a que si on est élu là-bas et qu'on peut faire connaître aux Français. Je n'ai rien à voir avec le discours d'un chenu qui dit n'importe quoi. L'Union européenne n'est pas en désordre, elle est parfaitement en ordre avec elle-même. Il n'y a aucun problème. Elle applique parfaitement l'ADN et la doctrine des traités européens, qui sont des traités dans lesquels il est écrit la destruction de notre agriculture. Il est écrit la destruction de nos frontières nationales. Il est écrit l'immigration massive. Il est écrit dedans le libre-échange total, le libre-échange financier, agricole, économique, industriel. Il n'y a pas de désordre. L'Union européenne est très cohérente avec elle-même. Moi, je suis là pour détruire l'Union européenne. Je suis là pour libérer la France. Ça s'appelle le Frexit, la sortie claire pour que notre pays soit un pays 100% souverain, indépendant et libre. Mais je crois qu'il faut pour cela se présenter aux élections européennes, parce que d'abord, il faut offrir un choix aux Français. Il n'y a pas de raison que les Français qui sont d'accord avec nous n'aient pas le choix. Et ensuite, il faut, comme je vous l'ai dit, s'inspirer d'un Farage, par exemple, qui a utilisé très habilement son mandat pour faire progresser dans son pays la cause de la sortie. Alors, comment vous réagissez d'ailleurs aux dernières prises, comme on dit, hein, du parti RN? On sait que Malika Sorel donc, a annoncé dans un entretien exclusif au Figaro ce week-end qu'elle rejoignait la liste RN, hein, elle serait numéro 2. Je rappelle que c'était une essayiste bien connue et surtout ancienne membre du Haut Conseil de l'intégration, placée là par Nicolas Sarkozy. Grande défenseuse de la laïcité façon ferme, on va dire. Alors, et puis en numéro 3, on avait quand même la personnalité de Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, qui connaît aussi très bien les questions immigratoires. Finalement, on se dit là, ils ont quand même 2 très bons éléments pour défendre et pour protéger contre une immigration illégale. Bah écoutez, moi je suis désolé, mais le directeur de Frontex qui est resté à la tête de Frontex pendant 7 ans, c'est typiquement le haut fonctionnaire européiste. Frontex, c'est une machine à immigration massive. Moi je trouve que c'est très contradictoire et Oui, mais incohérent. il a dénoncé en le quittant. Ah non, il s'est fait un peu virer, si j'ai bien compris, surtout. Il y a surtout un problème pour lui, c'est qu'il a dû quitter. Mais même s'il dénonce au bout de 8 ans un système, il croit, j'ai vu le nouveau programme du RN, le nouveau programme du RN, c'est qu'il faut réformer Frontex pour que ça marche mieux et tout. Mais c'est donc accepter une gouvernance fédérale, y compris en matière migratoire, de l'Union européenne. Moi, je veux pas de ça. Moi, je pense qu'on sera efficace sur la question migratoire si on récupère la maîtrise de nos frontières nationales en quittant l'Union européenne et Schengen, ce que ne veut plus faire d'ailleurs le RN, et en récupérant la compétence migratoire qui est aujourd'hui à 90% dans les mains de la Commission, de Frontex et des juges de la Cour de justice de l'Union européenne et de la CEDH. Autre instance, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne qu'il faut quitter. La CEDH, c'est une autre instance avec l'OTAN, etc., qu'il faut évidemment aussi quitter si on veut devenir un pays souverain, redevenir un pays libre qui agisse. Quant à d'autres personnalités de la liste RN, je veux quand même rappeler aux gens qu'on aura sur la liste RN, ce sont des sortants, messieurs Mariani et Garot. Je veux que les gens aillent regarder ce que ces parlementaires, ces anciens députés nationaux ont voté en 2008 sur le traité de Lisbonne. Ils ont voté oui au traité de Lisbonne et se retrouvent aujourd'hui sur la liste RN. Ce sont des gens qui ont accepté la trahison du référendum de 2005 en votant l'inverse de ce qu'avait dit le peuple français par référendum, qui s'est exprimé contre la Constitution européenne le 29 mai 2005. On peut même concevoir d'élire des anciens députés nationaux qui ont
violer le vol sacré des Français par référendum sur un sujet aussi important que la Constitution européenne. Franchement, que les gens réfléchissent avant d'aller voter et que surtout ils votent pour leurs convictions. Le RN, il sera en tête, tout le monde le sait. Quel est l'intérêt Ils étaient déjà en tête en 2019. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Voilà. Ils seront là probablement en tête, qu'ils aient 5 points ou 10 points d'avance, ça ne changera rien. Par contre, quand entre au Parlement européen des députés résistants et frexiteurs, ça changera tout. Ce qui ne veut pas dire qu'après, peut-être pour les présidentielles, il pourrait y avoir d'autres jeux d'alliance, éventuellement avec des partis comme le RN. Bon, là, on n'est pas encore Les sur jeux cette question. d'alliance, moi je n'ai pas fait d'alliance à la présidentielle avec le RN, mais j'ai pris au second tour mes responsabilités en appelant à voter Marine Le Pen contre Emmanuel Macron au second tour, parce que j'estimais qu'il fallait faire le choix du moins pire, évident, et que Macron était un choix épouvantable et que nous n'avions pas le droit de ne pas tout faire pour qu'il soit battu au second tour. Je vais vous dire, je suis le seul de France à avoir organisé la manif anti-Macron, la MAM, dans l'entre-deux tours à Paris avec des milliers de personnes, on était plus de 10 000, pour dire non à Macron. Alors, question suivante concernant toujours le fond et la ligne de votre liste et surtout de votre projet politique. Frexit, on l'a bien compris. Sauf que le Frexit, en tout cas on l'a vu avec le Brexit, là vous parlez de mélonisme, mais on peut aussi parler de mélonisme avec le Brexit puisque on pensait que ça pourrait permettre de lutter contre l'immigration. Or, les chiffres récents prouvent que la situation s'est même empirée depuis le Brexit pour la Grande-Bretagne. Alors, je précise, ce sont les chiffres du Figaro. 37% de la population de Londres est blanche britannique. Bon, ça, c'est parce qu'ils font des statistiques ethniques. Et surtout, l'immigration est hors de contrôle avec plus de 700 000 entrées nettes en 2023, donc à rebours de la promesse du référendum sur le Brexit de 2016. Alors là, on se dit finalement mélonisme dans un sens parce qu'on n'ose pas attaquer les institutions européennes, mais peut-être aussi dans l'autre sens, le Brexit ou le Frexit n'est pas la panacée, ça ne suffit pas. Vous savez, c'est toute la différence entre une condition nécessaire et une condition suffisante. Je n'ai jamais dit autre chose. Le Frexit, ou Brexit, la sortie de l'Union européenne, on va dire, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire parce que tant que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la maîtrise de toutes vos politiques. Vous me parlez d'immigration, on pourrait parler d'industrie, d'agriculture, de nos libertés, de la santé, tout ce que vous voulez. Tant qu'on n'a pas fait cette sortie, on parle dans le vide et on parle de rien. Mélanie, elle est bloquée par la politique de l'Union européenne. Une fois qu'on a fait la sortie, on a fait une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut que derrière, il y ait les bonnes politiques qui soient menées. Oui, alors quelles seront ces bonnes politiques? C'est là que le bas blesse ou a blessé au Royaume-Uni, c'est que pendant longtemps, ils ont eu des dirigeants qui n'étaient pas convaincus que le peuple avait bien voté. Évidemment, quand ils ont eu pendant longtemps Theresa May, qui n'était pas très convaincue que les Britanniques avaient eu raison de voter pour le Brexit, aujourd'hui, on a une espèce de mondialiste à la tête du pays. Eh bien, ça ne suit pas suffisamment. Dans d'autres domaines, je vous le signale, le mouvement a été enclenché dans le bon sens grâce au Brexit, notamment sur la réindustrialisation du pays. Pour la première fois l'an dernier, l'industrie britannique est passée devant l'industrie française, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies et des décennies. Ils ont beaucoup moins de chômage, maintenant moins de pauvreté, ce qui n'était pas vu depuis longtemps non plus. Vous allez à Londres, vous verrez tout de suite la différence avec Paris, en termes de dynamisme, de propreté, de prospérité, de sécurité, etc. Donc il y a des choses qui avancent, y compris sur l'immigration. Ils ont pris l'été dernier, une loi qui est beaucoup plus raide et dure que les lois qu'on peut prendre en France, parce que nous sommes bloqués par le droit européen. Mais, il faut que leur gouvernement suive correctement la décision du peuple, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et 2, il faut aussi quitter la CEDH. Et notamment en matière migratoire, cette loi a été largement bloquée par l'appartenance du Royaume-Uni à la CEDH. D'accord. Et qui leur a interdit de renvoyer leurs réfugiés, les anciens réfugiés, là où ils le souhaitaient. Et donc, il y a un débat qui avance au Royaume-Uni pour maintenant aussi quitter la CEDH. Moi, je dis les choses d'un coup, clair et net. Il faut quitter l'Union européenne, l'euro, Schengen, la CEDH, l'OTAN. J'y ajoute d'ailleurs l'OMS, vu ce qu'est devenu l'OMS, une machine à la main de l'industrie pharmaceutique et de Bill Gates. Alors, question suivante, toujours sur cette question, prise d'indépendance, certes, mais si on est toujours tenu par notre dette, et là, ce ne sera pas forcément de votre responsabilité, mais il se trouve que la dette, elle existe déjà. Donc, comment on fait pour régler le problème de la dette française aujourd'hui qui fait qu'on est tenu par la Banque Centrale Européenne, notamment? Merci de me parler de cette question, parce qu'il y a eu beaucoup de propagande sur la dette concernant le Frexit. Au moment où nous sortirons, il n'y aura aucun changement d'abord sur la dette. Parce qu'on nous a dit, je me souviens de Sarkozy qui disait la dette va être multipliée par 2 ou 3 si on quitte l'Union. C'est faux.
Il y a des règles, la lex monetae en droit international, qui disent que la dette est convertie selon la nationalité des contrats de dette. Et en France, les contrats sont à 99,5% en droit français, donc ce sera converti dans la nouvelle monnaie du pays qui sera un nouveau franc. Donc il n'y aura pas du tout de changement de la dette, ni pour l'épargne des gens, je le dis, parce qu'on fait croire aussi que ça va faire fondre ou disparaître leur épargne. Tout ça, c'est de la propagande, le projet peur, c'est du bidon. Il faut s'intéresser, il faut lire Sapir, il faut lire Murer, il faut lire les économistes qui ont travaillé vraiment sérieusement sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Deuxièmement, ben oui, la dette est là. C'est pas de mon fait. Hein. Ils ont augmenté de 300-400 milliards la dette lors du Covid par leur politique délirante. Ils n'arrêtent pas de financer l'Ukraine. On fait un chèque tous les mois à M. Zelensky. On paye justement l'Union européenne. On perd chaque année 15 milliards entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit de l'UE. Donc tout ça, ça va être des sources d'économies gigantesques. Il y aura des économies utiles au pays à faire. Ça, c'est clair. Oui, mais là, on parle de l'économie. Moi, je vous parle de la dette existante, ce qui fait que de toute façon, on est tenu aujourd'hui par les banques fédérales. Alors, il y a quand même ces économies utiles à faire. Pas des économies sur le remboursement des cancers, des ALD, comme ils veulent le faire, hein, ni sur l'assurance chômage, ni sur les retraites, ni sur les salaires. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne veux pas l'austérité à la grecque. Je veux des économies sur ce qui est néfaste au pays, et ça se compte en centaines de milliards. C'est considérable. Et ça fera baisser mécaniquement les déficits puis la dette. 2, il faut relancer la machine France. Vous aurez de plus en plus de dettes si on ne produit plus rien en France. Or, qui a désindustrialisé la France? L'euro, qui est le plus grand désindustrialisateur de la France depuis 20 ans. Première cause de désindustrialisation du pays, c'est l'euro, monnaie complètement inadaptée. Et 2, c'est le libre-échange total, concurrence déloyale, travailleurs détachés, les accords de libre-échange. Ça, on ne peut pas changer si on est dans l'Union européenne. Donc, on va relancer l'industrie, l'agriculture française, donc la production de richesses utiles au pays en France, relocalisée en France. 3, il y a une dépendance au secteur financier et bancaire. Voilà. Que j'appelle un fascisme doré. Oui. Là, comment vous faites? C'est ça le cœur de ma question. Parce que le temps de vos économies, ça prend de la reconstruction, ça prend plusieurs années. Oui. Il y a 3 axes de réponse. Je suis obligé de vous donner les 3 sur la dette. Alors, allons-y sur le troisième. Le troisième, c'est ça. C'est le fascisme doré. Il faut se défaire de la dépendance à la banque et à la finance. Nous avons une bonne partie de notre dette qui est aujourd'hui une dette banque centrale. C'est une dette parfaitement virtuelle et de papier. Celle-là, nous devons nous en débarrasser. Je suis désolé, nous devons nous en débarrasser. Elle n'existe pas. On va rapatrier ça dans une compétence de la Banque de France. Je ne souhaite pas une Banque de France indépendante, je vous le dis. Ce n'est pas pour avoir une mini BCE et un franc qui soit un mini euro que je souhaite faire le Frexit. C'est pour reprendre en main, y compris l'outil monétaire et bancaire et notre banque centrale. Donc je souhaite qu'on ait une Banque de France qui soit là pour travailler dans l'intérêt national et non pas complètement hors sol, qui travaille avec Washington, la Fed, la Bundesbank. Ça n'a pas de sens. Ça a été créé en France à partir des années 90 pour préparer l'euro et on a vu la catastrophe. En fait, vous voulez racheter la dette européenne, enfin que nous avons au niveau de l'Union européenne, au niveau français, c'est ça? Je veux que la dette Ils ne vont jamais accepter. Non, mais de toute façon, quand il n'y aura plus de BCE, vous savez, si la France quitte l'Union européenne et l'euro, il n'y a plus d'Union européenne et d'euro, en fait. Il ne faut pas faire croire qu'il subsistera une Union européenne à 26 pays et un euro moins la France. La France est tellement centrale qu'en fait, ça fera disparaître d'un coup toute cette structure-là. Donc, la dette sera rapatriée dans la Banque de France et la partie dette banque centrale, il faut que d'un trait de plume, on s'en débarrasse. C'est peut-être un quart ou un tiers aujourd'hui, il faut regarder dans le détail, ça évolue chaque jour, de notre dette. Et pour le reste, je souhaite que notre pays soit capable de nouveau, et ça a commencé à dévier à partir d'une loi de 1973 en France, qui ensuite a été sacralisée dans les traités européens à partir de Maastricht, et ça a commencé par une loi nationale, sous Pompidou. Il faut que nous puissions de nouveau directement prêter au Trésor sans avoir besoin de passer par la banque privée qui va s'en mettre plein les poches. Or, cette loi, puis le traité de Maastricht sont obligés à ce qu'on s'endette auprès des banques privées avec des taux d'intérêt. C'est bien entendu, Florian Philippot. Alors, dernière question, vous avez parlé, là, ici, on a entendu pour les listes, peut-être les alliances à venir, on ne sait pas, avec d'autres mouvements politiques. On a vu ces 3 citoyens engagés, Myriam Palomba, Pierre-Yves Rougiron, Marc Doyer. D'abord, est-ce que vous voyez une ligne entre ces 3 personnes qui n'ont pas forcément la même sensibilité politique? Donc, comment faire tenir ce parti, ce mouvement? Et deuxième question, y a-t-il des nouvelles têtes peut-être à annoncer pour la suite? Écoutez, en tout cas, entre ces 3 personnes, je vois 3 frexiteurs, 3 défenseurs des libertés et 3 défenseurs de la paix. Vu que ce sont les 3 mots d'ordre de ma liste et de ma campagne, c'est déjà excellent. Qu'ils aient des parcours, des sensibilités, c'est tant mieux, c'est la richesse humaine. Vous savez, nous sommes un pays de 68 millions et quelques d'habitants, et Dieu merci, nous nous adressons à une diversité de profils.
comme il y a une diversité de profils à l'intérieur des Patriotes, comme il y en a dans les auditoires des manifestations. Bon, c'est tant mieux, c'est la vie, c'est la France. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements ou personnalités qui vont venir? Oui, bien sûr, c'est évident. Et avec Une petite une annonce à nous clarté. faire ici, spéciale pour Toxin? Non, malheureusement, je n'ai pas d'annonce à vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis ce matin, les adhérents à jour des Patriotes sont consultés directement sur l'Union européenne et les élections européennes, et notamment sur le rassemblement, parce que nous sommes un mouvement qui pratique régulièrement la démocratie directe. Pour ça, il faut être adhérent à jour. C'est en ce moment même, là, donc j'aurai bientôt les premiers résultats peut-être. Et puis, nous allons continuer. Moi, je fais des réunions publiques. Jeudi, je suis dans l'Aube. Dans une dizaine de jours, je suis à Palavas-les-Flots, etc., à aller voir nos compatriotes pour leur expliquer notre projet de rupture totale, intégrale avec le système pour les libertés, la paix et pour le Frexit. Alors, une dernière question que pose le chat. Est-ce que vous envisagez une alliance avec la liste Dieudonné et Lalanne? Non, je ne crois pas que ce soit, pour le coup, il y aurait une incompatibilité de ligne, là, pour le coup, il me semble. Très bien, merci beaucoup Florian Philippot, je rappelle, président fondateur des Patriotes et donc à l'origine, à l'initiative de cette liste pour les européennes. Merci encore Florian Philippot.